Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit, tous horizons, qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute. Je reçois aujourd'hui Anne-Hélène Amonique, qui est fondatrice de Facilo. Elle permet aux avocats d'améliorer leur performance en produisant mieux, en permettant à chaque action au quotidien d'être bien faite et surtout à vendre plus de missions et donc aussi à communiquer pour avoir des rendez-vous et bien vendre. Bonjour Anne-Hélène, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Bonjour Delphine. Alors, Merci de m'accueillir. je t'en prie. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je vais te laisser te présenter et expliquer un peu ton parcours et pourquoi tu as lancé Facilo. Donc, je m'appelle Anne-Hélène Amonique. J'ai effectivement fondé une société qui s'appelle Facilo. Alors, mon parcours, globalement, j'ai passé 18 années dans des cabinets d'avocats, du gros cabinet anglo-saxon au petit cabinet en région. Et pendant ces années, j'ai vu un petit peu comment ça fonctionnait dans la vraie vie et pas juste en théorie. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être des choses à faire. Et donc, pour accompagner les cabinets d'avocats à améliorer leur performance, j'y reviendrai, je pense, dans quelques instants. Je me suis dit, bon, je peux accompagner un plus grand nombre de cabinets. Donc, je suis sortie du salariat pour fonder donc Facilo il y a maintenant quelques années, puisque c'était en 2019. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement quels sont les services que tu fournis grâce à Facilo? À qui tu t'adresses et comment ça se passe en fait une mission, si on peut parler de mission? Oui, on peut parler de mission. Mon métier à moi, c'est de permettre aux cabinets d'avocats deux choses. Déjà, de produire mieux au moindre coût, c'est-à-dire faire en sorte que les actions du quotidien soient fluides, efficaces, pour gagner du temps, gagner de l'efficacité. Et puis, le second levier, c'est vendre plus de missions. Donc, bien communiquer et ensuite, une fois qu'on a des contacts, savoir vendre. Voilà, tout simplement. Donc, l'objectif, hein, c'est de développer à la fois la production et le chiffre d'affaires pour gagner tout simplement en rentabilité et en sérénité. Oui, parce que tu l'as dit, mais tu as travaillé très longtemps, toi, même en cabinet d'avocat, c'est ça? Tout à fait, exactement. Voilà. Alors, tu n'étais pas avocate, mais tu travaillais vraiment au sein, dans les cabinets. Donc, tu sais exactement comment fonctionnent ces Oui. écosystèmes. Et du coup, ça te permet vraiment de trouver les meilleures solutions, c'est ça, pour optimiser en fait tout leur travail, c'est ça? Oui, effectivement, parce que j'ai constaté un peu la façon dont fonctionnaient beaucoup de cabinets, avec des avocats qui travaillent beaucoup dans l'urgence, avec le stress qui va avec, l'impact que ça peut avoir sur la satisfaction des clients, du coup l'impact que ça peut avoir sur les équipes et leur motivation, et tout simplement l'impact sur la rentabilité, ne serait-ce que ça. Oui. Et justement, alors quels sont parce qu'on va beaucoup parler de ça, la rentabilité, quels sont les leviers pour améliorer la rentabilité d'un cabinet d'avocat? Enfin, c'est une vaste question hein, en 2000. C'est ça. Vous avez 2 heures. Voilà ça. Non, alors pour moi, effectivement, pour améliorer la rentabilité, il y a deux grands axes, hein. Déjà, faire en sorte que je disais, hein, que les actions du quotidien soient bien faites de façon fluide et efficace. Si on peut faire le travail qu'on faisait avant en 8 heures, si on peut le faire en 5 heures parce que les choses sont bien organisées, qu'on a les bons process, les bons outils, etc., bah déjà, ça va clairement améliorer la rentabilité. Puisque pour faire du développement, c'est donc le second levier que j'adresse, il faut du temps. Donc, si on veut développer et qu'on se dit déjà, j'ai le nez dans le guidon, probablement qu'il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on est organisé au quotidien pour dégager du temps. Et donc, le second levier, hein, c'est le développement, là, savoir qui est notre cible, quelles sont ses problématiques, pour communiquer ensuite pour le capter. Et puis, une fois qu'il est capté, qu'est-ce qu'on va vendre, comment on va parler d'argent. Voilà. Donc, ça, c'est vrai, quand on parle de développement, on pense directement à communication et vente. Mais je pense que la production, elle est aussi importante parce qu'en plus, si tu développes, ça veut dire charge de travail supplémentaire et donc il faut aussi être en capacité d'absorber cette charge de travail. C'est pour ça que les deux axes production et développement sont pour moi complètement complémentaires finalement. D'accord. Et justement, alors tu l'as un peu évoqué là à l'instant. C'est quoi les étapes clés justement pour réussir ça? Alors je dirais que les étapes, déjà, il faut faire un peu ce qu'on appelle un état des lieux, c'est-à-dire savoir comment on fonctionne dans le cabinet. Valider ce qui fonctionne bien, déjà, ça c'est bien, parce qu'on a toujours tendance à voir ce qui ne fonctionne pas, mais c'est bien aussi de se dire, ah, mais ça marche.
Et puis, valider les points d'amélioration, voir ce qui doit être amélioré, ce que ça permet de gagner. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, qui est un peu la photo à l'instant T du cabinet, on se dit, OK, maintenant, où est-ce qu'on veut aller? C'est quoi notre îlot trésor? C'est quoi notre cap? La plupart des cabinets ne savent absolument pas quel est leur objectif, quel est leur cap. Ouais. Et quand tu Une dis fois qu'on a... état des lieux, c'est Pardon. pas uniquement sur les outils ou les process, j'imagine. C'est vraiment tous les aspects où c'est Exactement. vraiment axé. Oui, C'est beaucoup plus large que ça. C'est à la fois sur comment on est organisé, c'est à la fois comment on communique en interne, comment on communique en externe, comment on vend. oui, les C'est un ressources travail qu'on qui a, est très, très large. etc. Oui. Mm. Exactement. C'est tout à fait ça. Et puis après, bah, une fois qu'on sait où on va aller, bah, il faut déterminer le chemin pour y parvenir. Donc, c'est le plan d'action et le mettre en œuvre parce qu'il ne faut pas rester au yaka, faucon. L'objectif, Ouais. c'est de passer à l'action derrière. D'accord. Et justement, alors ce plan d'action, comment toi tu le mets en place? Je travaille beaucoup sur le principe de la co-construction, c'est-à-dire que moi, j'apporte une méthode. Alors, cet état des lieux, hein, c'est une méthode que j'ai créée. Moi, j'appelle ça la cartographie. On fait l'état des lieux, on valide ce qui doit être amélioré, etc. Mais le plan, les déterminations du plan d'action, une fois qu'on a déterminé les priorités, c'est-à-dire ce qui fait gagner, par exemple, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, bah ça, on va le faire en priorité. Et ça, c'est vraiment un travail qui est fait en collaboration avec les cabinets, puisque chaque cabinet est différent. C'est pas une recette magique où on va dire bah, chez vous, ça va fonctionner comme chez tous les autres cabinets, dans tous les autres cabinets de France et de Navarre. L'objectif, c'est vraiment un travail commun pour que chacun aussi puisse s'approprier ça, quoi. Ouais. Et l'état des lieux, alors je sais qu'on ne peut pas trop faire de généralité, mais ça te prend combien de temps à peu près? Enfin, c'est quelque Alors, chose qui peut ça differ. dépend vraiment de la taille des équipes déjà. Mm. Pour un avocat individuel, c'est à peu près une journée. Après, plus l'équipe est grande et lorsque je rencontre les différents... Moi, j'aime bien interroger les parties prenantes, hein, c'est-à-dire toutes les équipes. Parce qu'en fait, je prends un exemple, si je demande aux associés comment ça se passe la facturation chez vous, ils disent «Oh, c'est génial, c'est hyper fluide, efficace». Puis vous allez demander aux assistantes qui vont dire «Oh, non, mais la facturation, c'est une C'est la cata». cata. Donc, Mm. je trouve ça important d'aller interroger les personnes qui sont concernées. Et puis, c'est important aussi pour embarquer les équipes dans un projet, qu'elles puissent être vraiment bah, partie prenante, comme son nom l'indique. Ouais. Alors, on va parler aussi business développement, hein, parce que c'est quand même une grande partie de ton travail. Comment, comment attirer en fait les prospects et les clients pour développer un réseau de contacts quand on commence, ou quand on entretient aussi son cabinet. Enfin, comment on fait ça? Moi, alors, je pense que la première étape, c'est de connaître son client. C'est un travail, on appelle ça en marketing le travail de persona, c'est déterminer qui est son client cible. C'est vraiment la première étape. Qui est son client cible? Et une fois qu'on a choisi ça, quelles sont ses problématiques et comment on y répond? Voilà. Et quand je dis client cible, souvent on me dit oui, mais moi, c'est une personne morale, il n'y a pas d'interlocuteur. Mais en fait, il faut savoir que derrière toute personne morale se cache une personne physique. Donc voilà, qui va être votre interlocuteur, que ce soit un particulier ou votre interlocuteur au sein d'une DJ, le chef d'entreprise, etc. Oui, en fait, Voilà, quand on demande ça, effectivement, on a tendance, enfin, les réponses sont très larges, moi j'ai remarqué. C'est très très vague en fait quand on définit un persona et en fait la difficulté c'est d'aller enfin, de plus en plus dans le spécifique et ça c'est très exactement. difficile souvent. C'est pas facile. Ouais, Le faire tout seul, c'est pas forcément évident. ouais, C'est tout l'intérêt de le faire avec un tiers, justement, qui a la méthode et qui a un peu de recul aussi. ouais. Ça permet d'aller, je pense, beaucoup plus loin. Mais même moi-même, si je dois le faire, je vais avoir plus de difficultés d'avoir un point de vue neutre sur mon activité. Donc, c'est en ça aussi que c'est intéressant de se faire accompagner sur ces aspects, quoi. Exactement. Si vous vous dites, moi, ma cible, c'est tout le monde, je pense que ça mériterait d'être retravaillé. En fait, c'est vraiment l'idée du client cible, du client idéal. Après, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement refuser tous les autres, hein, mais ça permet derrière, pour pouvoir communiquer efficacement, d'aller s'adresser de manière beaucoup plus efficace à cette cible-là. Exactement. Ouais. En communication, on dit communiquer à tout le monde, c'est communiquer à personne. Parce qu'en fait, il faut que votre cible, votre interlocuteur, quand il voit, par exemple, je prends un post sur LinkedIn ou peu importe l'action, hein, il faut qu'il se dise, ah, mais ça, c'est moi. Ah, mais il me parle à moi, il est potentiellement en capacité de répondre à mes problématiques. C'est Oui, vraiment en ça fait, l'objectif. faut qu'il puisse s'identifier en fait à son Exactement. problème ou à quelque chose ou à la réponse qu'on peut apporter. C'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, comment on définit justement une offre de service unique pour se démarquer sur le marché?
Bah, encore une fois, il faut bien identifier sa cible. Je reviens un peu toujours là-dessus, hein, mais en fait, je prends souvent l'exemple des startups qui créent des offres assez formidables, etc. Mais si ça répond pas à une problématique réelle, c'est beaucoup plus difficile, pardon, d'avoir du répondant en face. Donc, une fois que vous avez identifié votre cible, il faut identifier ses problématiques. Et il faut que votre offre de service, elle réponde à des problématiques. Et en fait, dans le droit, il y a plein de problématiques qui aujourd'hui n'ont pas de réponse. Donc, il y a un vrai marché. Et je pense Oui, que sur le marché du droit, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de peut-être pas attendre, en tout cas, je pense que ça peut être un vecteur d'amélioration, ne pas attendre que le client, il ait un vrai problème, il identifie l'avocat, et que ce ne soit pas le client qui fasse toute la démarche et d'être force de proposition. L'idéal, à mon avis, ce serait d'être plus force de proposition. Il y a plein d'offres de services à créer, par exemple, si vous êtes avocat en droit du travail. Je prends souvent cet exemple-là. Pourquoi pas aller voir les entreprises pour faire un peu le point sur leur contrat de travail, sur leur affichage, sur est-ce qu'ils ont bien mis en place le CSE, etc., etc. Pour pas intervenir tout le temps en mode pompier, en fait. Parce que oui, c'est assez fatigant d'intervenir quand vraiment c'est presque trop tard mm. et d'être plus en amont. Oui, en fait, être plutôt proactif dans l'anticipation, proposer des choses plutôt que laisser venir les problèmes à nous, quoi. C'est un peu comme Exactement. enfin, on parle de cabinet, mais c'est comme ça, enfin, ça devrait être comme ça aussi dans les directions juridiques, c'est la même chose. Exactement. Ne pas attendre qu'il soit trop tard et être vraiment proactif, être force de proposition. Et je pense qu'il y a plein d'offres de services à créer pour les cabinets notamment, en changeant un peu de vision des choses, quoi. Oui, parce que je sais pas si on l'a précisé, mais effectivement, toi, tu es vraiment spécialisé dans les cabinets d'avocats et pas Oui, tellement dans les entreprises, hein, dans les exactement, c'est tout à fait ça. Bah, tout simplement parce qu'en fait, tout à l'heure, on parlait de cibles etc. En soi, j'aurais peut-être pu travailler pour tous les prestataires du droit au sens large, profession libérale, pourquoi pas. Mais moi, j'ai choisi effectivement d'avoir une cible très précise parce que c'est plus facile d'une part de communiquer. Et puis du coup, j'ai une expertise très forte, c'est-à-dire que je connais la déonto parfois mieux que les avocats, je connais les problématiques des clients. Enfin, ça permet d'avoir vraiment une vision d'expertise. Je dis ça Mm, pour appuyer un petit peu ce qu'on se disait il y a quelques instants sur le fait d'être plus spécifique. oui. Alors, une fois qu'on a sa cible, ce qui est déjà un travail assez conséquent, quels sont les principaux facteurs à prendre en compte quand on fixe ses tarifs, en fait? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même fixer les tarifs quand on fait une offre. Alors, il y a plusieurs choses effectivement à prendre en compte. Bah, déjà, il y a le marché. Est-ce que vous vous adressez à des particuliers, à des entreprises? Le marché aussi ce qu'on appelle vos concurrents. Alors, par concurrent, je n'entends pas seulement les autres cabinets d'avocats, hein. Ça peut être les experts comptables, ça peut être des consultants qui font des choses qui se rapprochent un petit peu de vous, etc. Et surtout, je pense que le piège quand on fixe ces tarifs, c'est de se dire, je vais forcément faire moins cher que le voisin. Parce qu'en fait, on se tire un peu une balle dans le pied à vouloir toujours faire moins cher. Et le résultat, c'est qu'à bout d'un moment, on ne peut plus vivre de son activité. Donc, D'accord. quand on fixe ses tarifs, il faut vraiment avoir une approche sur, je pense, la valeur ajoutée qu'on apporte. Quelle est la valeur ajoutée que l'on apporte? Et si on arrive vraiment à démontrer ce point-là, je pense que le tarif, finalement, c'est plus le critère principal, quelque part. Oui, oui, si on a vraiment besoin, en fait, on va y aller quand même. Enfin, le client, Exactement. Si le client il se dit ah mais ça c'est moi, ça il répond à mes problématiques et c'est le bon interlocuteur, s'il voit ça non pas comme un centre de coût, mais comme un moyen de lui d'améliorer enlever une épine du pied, il va y... par ouais. exemple, et ben là ça va pas du tout être la même histoire en fait. Mais est-ce Mais qu'il y a effectivement des, la est-ce question. qu'il y a des outils aussi qui peuvent aider où c'est vraiment on se pose, on prend une feuille, on regarde la concurrence, notre valeur, le marché. Enfin, comment concrètement on fait ça? Enfin, Alors oui, c'est pas effectivement si simple que ça. D'outils pour fixer ses tarifs, pas non. réellement. Je réfléchis en même temps, mais je ne crois pas qu'il y en ait. Alors, si, il y a un petit générateur pour ceux que ça peut intéresser, c'est Jarvis, l'éditeur de logiciels pour avocats, qui a mis en place un petit simulateur, c'est-à-dire vous dites sur quel barreau vous êtes, c'est ça, et en fait, il vous donne à peu près les prix sur le marché. Donc, pour ceux que ça D'accord. intéresse, déjà de connaître les tarifs des autres avocats, ça peut vous donner déjà un ordre d'idée sur votre barreau, et je crois que c'est sur votre département ou sur votre région, le deuxième critère, pour voir si on est un peu dans les prix du marché ou pas. Mais au-delà de ça, il y a pas vraiment Oui, d'outils, c'est je crois. ça. Après, il faut quand même, oui, soit se faire aider, soit aller voir, enfin, vraiment faire une étude de marché, en fait.
Ouais, une petite étude de marché, c'est pas la peine de faire un truc Oui. super, super élaboré, mais il faut quand même se poser les bonnes questions au départ, hein. Effectivement. Puis il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Si quelqu'un vient vous voir avec un critère d'urgence, eh ben, ça peut jouer sur les tarifs, par exemple. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle le triangle d'or, hein. Je ne sais pas si les auditeurs connaîtront pour aller regarder triangle d'or sur Google, mais en gros, quand on bouge un critère, donc, il y a le tarif, il y a la qualité, etc. Ça peut jouer sur le prix. D'accord. Est-ce que toi, tu peux nous donner des exemples concrets de process ou d'outils justement qui ont permis d'améliorer l'efficacité ou la productivité d'un cabinet d'avocat que tu as pu aider? Oui, bien sûr. Alors, pour moi, les outils numériques aujourd'hui, c'est super. Mais souvent, je pense qu'ils interviennent un petit peu tôt dans la réflexion. Je pense que la première étape avant de penser outils, c'est de se dire, OK, comment est-ce que donc on fonctionne aujourd'hui et comment est-ce que ça, on peut l'améliorer? Et une fois qu'on se dit comment on peut l'améliorer, là, on va réfléchir à la question des outils. Donc, si on parle un petit peu de processus, par exemple, oui, l'exemple qui me vient à l'esprit, qui est un peu en lien avec et la production et le développement, c'est l'étape du premier contact du premier contact du client, enfin qui est un prospect d'ailleurs à cette époque, hein, à cette étape, hein, jusque la signature de la convention d'honoraires. Et de se dire, OK, quand un prospect arrive, c'est quoi les différentes étapes? Est-ce que j'ai un rendez-vous commercial? À quel moment est-ce que je fais la convention? À quel moment est-ce que j'ouvre le dossier? Donc, toute cette étape un peu à cheval entre le développement et la production. Donc, déjà, il faut poser, voir où est-ce qu'on perd du temps. Parce qu'en fait, on se rend compte, par exemple, qu'il y a des avocats qui oublient de rappeler des prospects. Parce que c'est noté sur un post-it au fond sur un dossier et que finalement, c'est zappé. C'est quand même un petit peu dommage. Donc, on pose le processus pour vraiment l'améliorer. Est-ce que, par exemple, il faut faire de la prise de rendez-vous en ligne? Enfin, il y a plein de questions à se poser. Et puis après, effectivement, la couche outils va intervenir derrière. Oui, en fait, c'est drôle parce que je fais un parallèle avec mes missions, mais c'est un peu la même chose. On a tendance en direction juridique à vouloir tout de suite mettre en place des outils. Et effectivement, avant, déjà se poser les bonnes questions et faire déjà l'état des lieux de ce qu'on a et qu'est-ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais il faut aussi identifier vraiment les vrais besoins en fait en C'est ça. interne et toutes les parties prenantes pour savoir si, enfin, d'abord si on a besoin d'un ou s'il n'y en a pas un déjà dans l'entreprise qui pourrait convenir. Et puis savoir ensuite, enfin, identifier le bon outil qui de toute façon répondra jamais à 100% à tous les besoins de tout le monde. Donc effectivement, c'est un peu la même démarche. C'est ça. Et puis, je pense que dans le mot outil, il y a vraiment la question de un outil, c'est un moyen d'arriver à un objectif, c'est pas une fin en soi. Exactement. Oui, ça c'est très très juste de Et dire c'est ça. hyper important. Oui, ouais, ouais, c'est hyper important. Exactement. Et quels seraient, toi, tes trois, parce que je sais que ça aussi, c'est un thème que tu as beaucoup développé, notamment j'ai vu des super posts sur LinkedIn de ta part, tes trois conseils pour gérer efficacement son temps. Bien sûr. Alors, je pense effectivement que le premier outil de l'avocat, ce n'est pas le numérique, mais c'est bien la gestion du temps. C'est essentiel. Alors, si je devais donner trois conseils très pratico-pratiques que vous pourriez tester en écoutant ce podcast, la première chose, ça peut paraître évident, mais c'est couper les notifications. Couper les notifications, par exemple, d'email. Vous savez, le petit pop-up qui dit vous avez un nouveau message alors que vous êtes en train de travailler sur un contrat. Ça y est, c'est fini, vous êtes déconcentré. Donc ça, c'est une grosse perte de temps, typiquement. Si vous devez sortir un jeu de conclusion, vous mettez votre téléphone en mode ne pas déranger. Donc, couper les notifications et toutes les distractions possibles, ça peut pas, encore une fois, ça paraît évident, mais pour gagner de l'efficacité et du temps, c'est assez redoutable. Ça, c'est Oui. le premier conseil. Et puis en plus, on n'est pas obligé de faire ça pendant 10 heures. On peut faire ça. On se dit, ben voilà, pendant 3 heures, j'arrête les notifs parce que j'ai besoin de me concentrer là-dessus. Et puis après, si besoin, je les remets parce que je ferai autre chose. Mais Exactement. hmm. C'est tout à fait ça. La deuxième chose, c'est que moi, je suis assez favorable au fait de planifier un petit peu. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne beaucoup comme ça et je trouve que c'est très efficace. C'est-à-dire que si je sais que je dois bosser sur, je sais pas, j'anime une formation la semaine prochaine, je sais que je vais devoir bosser dessus, ben, je me bloque 2 heures dans mon agenda pour pouvoir le faire. Et je me bloque comme ça des plages horaires pour travailler. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je coupe les notifications. Mais bloquer des plages horaires, parce que si on ne le fait pas, ben, on a le risque de passer un petit peu dans tous les sens. Je ne sais pas si vous connaissez
l'histoire du professeur avec ses cailloux là. J'ai pas le temps de raconter l'histoire, mais globalement, ça peut être très très frustrant d'arriver à la fin de la journée et d'avoir l'impression d'avoir rien fait, alors qu'en fait on n'a rien fait, mais c'est juste on est parti un peu dans tous les sens. Donc le fait de bloquer des plages horaires dans son agenda pour sortir les gros morceaux qu'on a tendance un peu à procrastiner, c'est pareil, c'est assez simple, mais c'est assez redoutable également. Oui, d'autant plus que ça permet aussi aux gens qui ont accès à votre agenda de voir que c'est bloqué. Oui, tout à fait. Hmm, Et de ne pas déranger du coup, parce que voilà. ah, je te dérange juste 2 minutes. Ah bah non, en fait. Non, Le juste 2 minutes, ça marche pas. c'est même Et très puis, dangereux. ouais, c'est ça. Peut-être le dernier conseil, mais voilà, effectivement, c'est un thème que j'aborde régulièrement, la gestion du temps. Donc, je pourrais en avoir plein, plein d'autres. Mais si je dois, voilà, c'est aussi arrêter de faire ce qu'on appelle du présentéisme. À un moment donné, si on n'est plus efficace, ça sert à rien de rester au bureau. Enfin, juste pour le principe de rester au bureau. Enfin, si vous bossez depuis plusieurs heures, vous n'avez pas fait de pause, bah, faites une pause. Rentrez chez vous, allez faire du sport, allez prendre un café, enfin, peu importe le- la méthode, etc. Mais pour gérer efficacement son temps, il faut aussi accepter qu'il faut savoir s'arrêter pour être plus efficace après. Euh, Franchement, enfin, je pense que ça peut aussi être un vrai levier à vouloir passer trop de temps derrière l'ordinateur, au bureau, etc. On perd vraiment en efficacité. Donc, je récapitule, désactiver les notifications, mettre des plages horaires pour avoir du temps vraiment Mm. consacré à ces dossiers et arrêter le présentéisme. Enfin, Ouais, exactement. on pourrait Faire des faire un pauses, autre quoi. podcast hein, sur la gestion du temps. Oui, oui, oui. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un livre blanc sur le site de Facilo que vous pouvez télécharger gratuitement sur la gestion du temps, justement avec plein d'astuces et plein de conseils. Donc, si ça Eh vous ben, intéresse. on le mettra en description du podcast, évidemment. C'est gratuit, hein. Quels sont toi pour toi les principaux obstacles courants que tu rencontres chez tes clients? Pour moi, le frein, il n'est pas au moment du. Il est pas tout de suite. Parce que souvent, à l'instant T, ils sont plutôt convaincus grâce au travail qu'on fait. En fait, je propose aux avocats qui ne sont pas encore clients hein, un atelier pour prendre conscience justement de l'intérêt de mettre les choses en œuvre. Donc, c'est un rendez-vous qui dure quand même 1h30, hein. C'est un rendez-vous d'information. J'appelle ça un atelier, peu importe. Et donc, à la fin de cet atelier, généralement, ils sont plutôt convaincus de l'intérêt de mettre les choses en œuvre. Donc, à l'instant T, ils sont convaincus. Ouais. Pour moi, le principal obstacle, il est plutôt après, quand le quotidien reprend le dessus. C'est un peu comme, j'appelle ça le syndrome de la salle de sport, c'est-à-dire que le 1er janvier, on s'inscrit à la salle de sport, on y va une fois, on y va 2 fois, mais après, on dit, ah bah, j'irai pas ce soir, j'irai plutôt demain parce que là, je suis fatiguée, parce que si. Et en fait, le temps passe et euh, l'action s'étiole. Et le principal obstacle, je pense, dans des cabinets d'avocats, c'est de tenir les choses dans le temps. Oui. Vraiment, repris par le quotidien qui est très dense, hein, j'en conviens. Euh, les priorités sont pas forcément là où il faudrait. Et c'est important de se dire, il faut que si je veux du résultat, c'est pas une course de fond, c'est plutôt un marathon. Il faut tenir dans la durée, quoi. Oui, donc au début, ils sont effectivement très motivés, et puis après, avec le temps, tout ça, les bonnes intentions s'étiolent un peu, quoi. C'est ça? C'est ça. Et comme il n'y a pas de solution miracle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de baguette magique, hein, je le dis souvent, Mm. ce qui compte, c'est la méthode, c'est le travail. Il faut tenir jusqu'au bout, quoi. Oui, c'est comme un peu dans la gestion de projet en direction juridique. En fait, Bien la sûr. difficulté, c'est de tenir sur la durée, en fait, Oui, et de exactement. maintenir un rythme tout le temps pour arriver à ce que à la fin, ce soit des habitudes qui se mettent en place, des vraies bonnes habitudes. C'est ça, exactement. Ouais. Et ça, effectivement, c'est très compliqué. Enfin, Mais c'est je pense que ça dans probablement dans beaucoup de oui, domaines c'est dans tous les d'activité, métiers. hein, Mm. Et comment, toi, est-ce que tu évalues justement l'efficacité de tes actions de développement? Est-ce que tu peux nous partager des résultats que tu as constatés chez tes clients, par exemple? Oui, bien sûr. En fait, quand on met en place des actions de développement, il faut mettre quelques indicateurs en place, quelques tableaux de bord. Alors, l'objectif, c'est pas bien sûr de passer ses journées à remplir des fichiers Excel, mais néanmoins, c'est important de savoir bah, ce qui fonctionne pas, etc. Et donc, par rapport à ça, souvent, je pense que le premier indicateur qui doit être mis en place, c'est de demander aux clients, donc si on parle juste de développement, hein, de demander aux personnes qui appellent au cabinet, comment est-ce qu'ils ont connu le cabinet. Et si vous vous rendez compte que, par exemple, vous en avez 50% qui vous a trouvé par LinkedIn,
pour prendre cet exemple-là, bah, vous dites, ah tiens, c'est intéressant, donc ça vaut l'intérêt de continuer à travailler sur cet axe. Donc, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est demander à vos contacts comment ils vous ont trouvé. Deuxième chose, on note pas sur un post-it dans un coin, hein, on note sur un CRM, un logiciel métier ou un fichier Excel. Comme ça, une fois de temps en temps, on peut aller analyser et voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, quand on développe, quand on communique notamment, on peut faire le buzz, on peut avoir plein de likes sur ses posts et tout, c'est cool, ça fait plaisir, ça flatte l'ego. Mais le vrai objectif, c'est bien d'avoir des contacts, hein, qui appellent au cabinet. Mm. Et puis, une fois qu'on a les rendez-vous, bah, il faut vendre. Donc, même chose, hein, mesurer. Voilà, j'ai eu 50 contacts cette année, ou ce mois-ci, peu importe. Combien on signait derrière, quoi, et quel chiffre d'affaires ça représente. C'est comme ça qu'on peut mesurer, c'est en mettant en place quelques tableaux de bord. Ok. Euh, et quels résultats concrets? Bah, typiquement, bah, des clients qui ont nettement augmenté leur chiffre d'affaires, tout simplement, de manière assez rapide. Encore une fois, l'objectif, c'est bien de développer le chiffre d'affaires, hein. Oui. Et le business développement dont on parle là justement, alors oui, effectivement, tu l'as dit, ça peut être les réseaux sociaux, LinkedIn ou autre, enfin ça dépend un peu aussi de l'activité. J'imagine qu'un avocat qui fait beaucoup je sais pas, de médias, de droit des médias, ça va pas forcément être le même développement que celui qui fait du M&A, donc c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut partir c'est vraiment important de passer par cette phase de travailler la stratégie. C'est Oui. essentiel parce qu'effectivement, si vous voulez bosser dans un domaine et que vous vous trompez complètement d'axe de communication, vous pouvez y passer vos journées, hein, mais ça ne servira pas à grand-chose. Oui, et c'est pour ça qu'un spécialiste, c'est quand même important de se faire Mm, accompagner parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire qu'on peut faire les choses seul. Mais c'est vrai que parfois il faut aussi constater que ben, on ne peut pas savoir tout faire et donc mm. il faut se faire accompagner, quoi. Est-ce que Ouais, toi tu peux tout à nous fait. partager une histoire un peu croustillante sur, je sais pas, les années facilo ou avant ou est-ce que tu peux nous partager quelque chose de mémorable que tu aurais en tête? Ah, croustillant. Alors, Pas croustillant, mémorable. mémorable, enfin, je sais pas. Quelque chose qui m'a un petit peu marqué, c'est que en fait, il faut quand même savoir qu'il y a à peu près un tiers des avocats qui raccrochent la rampe dans les 10 premières années. C'est énorme. Et pour moi, c'est un vrai gâchis. Et donc, au mois de janvier l'année dernière, enfin l'année dernière, cette année plutôt, j'ai une avocate qui m'appelle pour me dire, ça fait 2 mois que je travaille plus, je suis en train je suis en train de raccrocher, quoi, je suis en train de décrocher et je me dis que j'ai peut-être pas tout donné, donc je voudrais, entre guillemets, essayer un dernier truc. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, un peu, un peu le challenge. Et donc, on a travaillé ensemble et en fait, elle m'a rappelé, enfin, on a fait le point il y a quelques temps là, et elle me dit, bah, merci beaucoup Anne-Hélène, parce que maintenant, déjà, elle a retrouvé du sens dans son activité, ce qu'elle avait complètement perdu. Donc, au-delà d'avoir maintenant du chiffre d'affaires à la hauteur de ce qu'elle espérait, elle a retrouvé du sens dans son métier parce elle arrête de se disperser, etc. On a développé la cible qui lui convient. Enfin, c'est tout un travail qui a pris un petit peu de temps, hein. Mais pour moi, le côté rentabilité est important, mais le côté recherche de sens l'est tout autant. Pour tenir dans la durée, il faut que ça ait du sens, il faut que vous ayez un certain équilibre. Et donc voilà, quand une avocate qui était prête à raccrocher il y a quelques mois me dit, bah voilà, maintenant je gagne ma vie et mon métier me plaît et je suis hyper motivée, pour moi, c'est une petite fierté. Voilà. Et ça, pour moi, ça donne du sens, du coup. D'aider des Ouais, gens à trouver du sens, pour moi, ça ouais, a du sens. ouais, ouais, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à un avocat, jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui souhaite créer et développer seul ou pas seul son cabinet? Le premier truc que tu lui dirais, c'est quoi? De créer des fondations le plus solides possible et de ne pas attendre d'être dans la grosse galère. En fait, souvent, on n'a pas conscience quand on s'installe qu'on devient vraiment un entrepreneur. Or, un entrepreneur, je prends l'exemple d'un artisan. Un artisan, il ne va pas aller chez des clients sans avoir aucun outil. Et quand je parle d'outils, je ne parle pas que d'outils numériques, hein. Mm. Mais il investit pour acheter les bons outils, pour mettre en place les bonnes choses pour que ça fonctionne. L'avocat, c'est pareil. Si vous commencez en vous disant, je vais juste aller chez Ikea, acheter un tableau et je vais peindre mon mur, et puis voilà, c'est bon, je vais être installé, clairement, ça va être compliqué. Et Mm. dans 2, 3 ans, il y a peut-être des chances qu'on s'appelle en mode, je gagne pas ma vie. Et je me dis, mais quel dommage. Alors que si dès le début, on avait pu travailler, enfin, ou vous aviez travaillé certains aspects pour bien réfléchir à comment je vais organiser les choses au quotidien, qui va être ma cible, comment je vais aller le chercher, comment je vais vendre.
clairement, ça éviterait beaucoup de frustration, surtout qu'au début, c'est le bon moment pour investir, parce qu'en plus, même si on n'a pas d'argent, c'est le bon moment pour aller, pourquoi pas, avoir une banque. Enfin, donc clairement, quand on s'installe, on pose des fondations solides pour pas se retrouver dégoûté 2, 3 ans après à pas gagner sa vie. Et j'en vois malheureusement encore trop. Oui. Alors, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu pourrais, si tu en as, partager quelques, je sais pas, ressources, des livres, des formations, justement pour les avocats qui cherchent à améliorer leurs compétences en business développement? Alors en Alors business déjà, venir développement, te voir, mais il y a ton site aussi, évidemment. Mais- bah, venez me voir, allez sur le site de Facilo où effectivement il y a beaucoup, je crois qu'il y a plus d'une centaine d'articles, il y a plusieurs Oui, livres c'est très blancs, riche, hein. etc. Il y a Ouais, beaucoup de... Mm. et j'anime aussi beaucoup de formations pour les écoles d'avocats, etc. Donc, effectivement, ce serait le premier truc. Après, moi, j'ai 3 livres un petit peu fétiches. Alors, sur le business développement pur, il y en a un que j'aime bien parce que je le trouve très simple, accessible et bien expliqué. C'est un livre de Nina Ramen qui s'appelle Ah bah oui. Copywriting pour entrepreneurs indépendants. Et c'est créer et transformer son audience en chiffre d'affaires. Donc, c'est comment on communique et derrière comment on vend. Donc, ça, c'est voilà, c'est plutôt efficace. Et au-delà du business développement, moi j'ai 2 livres un peu fétiches. Il y en a un, c'est Le mythe de l'entrepreneur revisité de Michael, alors je ne sais jamais comment ça se prononce, Gerber, pardon pour lui si j'écorche son nom, qui explique l'intérêt de mettre en place des process et une organisation. Et le dernier, c'est un bouquin, enfin c'est une méthode, hein, je sais pas si c'est une méthode d'ailleurs, de Philippe Zilbertsan qui s'appelle Le principe d'effectuation que j'aime vraiment beaucoup quand on s'installe justement, qu'on devient avocat à son compte, hein, qui explique un peu que bah, voilà, devenir entrepreneur, c'est pas se jeter dans le vide, c'est pas, enfin, il y a plein de trucs en fait qui permettent de lever des freins. C'est hyper intéressant et moi, ça m'avait beaucoup aidé quand j'avais démarré. Ah bah écoute, super. Je mettrai tout ça dans le Je descriptif t'enverrai les liens. du podcast. Je mettrai aussi évidemment comment te contacter. Et est-ce que tu peux, je sais pas, nous dire un petit mot de la fin? Je te laisse le micro. Merci. Bah, le mot de la fin, effectivement, je pense que ça vaut la peine d'investir à un moment donné. Et quand je parle d'investir, c'est pas juste de l'argent, c'est investir du temps pour en gagner beaucoup derrière. Parce que parfois on fait comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça, ou on prend pas le temps de s'arrêter pour dire ah mais la façon dont on fonctionne finalement, c'est peut-être pas très efficace. Je prie par le quotidien, je sais que c'est pas toujours évident, mais sincèrement, faire cette étape de se poser les bonnes questions et d'avoir un regard un peu extérieur finalement sur son organisation, sincèrement, ça peut faire gagner énormément. Donc n'hésitez pas à vous poser ces questions. Je pense que vous y gagnerez énormément. Et puis bah, surtout, merci Delphine pour cette invitation et ce podcast. Je pense qu'il y a encore il y a encore beaucoup de pédagogie à faire sur ces sujets. Il y a encore plein de choses à faire dans le monde du droit. Donc merci à ton podcast aussi de parler de tous ces sujets. Bah écoute, tu reviens quand tu veux, Anne-Hélène. C'était un vrai plaisir. Et puis, effectivement, on pourrait faire encore beaucoup de podcasts ensemble sur différents thèmes. Parce qu'une question vaut bien un podcast parfois, mais Oui, c'est ça, c'est ça. écoute, en tout cas, tu reviens quand tu veux. C'était un vrai plaisir. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Merci Delphine, à bientôt. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!